Bonsoir à tous, merci beaucoup pour votre invitation à contribuer à ce café philo sur le sujet la réalité à ta naissance. Je vais essayer de contribuer à la réflexion en parlant de synesthésie. Alors la synesthésie, c'est une perception singulière que vivent 4% de la population à peu près. C'est une condition neurologique qui n'est absolument pas pathologique, hein. Tous les profils psychologiques peuvent vivre la synesthésie d'une façon ou d'une autre. Alors la synesthésie, pour la définir simplement, on va parler de l'étymologie du terme. Syn, ça veut dire ensemble, et aesthésis, ça veut dire la perception, le sens. Et donc la synesthésie, c'est lorsque les sens, on va dire, travaillent ensemble pour faire une définition simple. Alors, tout d'abord, il faut rappeler que nous avons une dizaine de sens. Nous n'avons pas que 5 sens habituellement définis. Au-delà de la vue, de l'ouïe, du toucher, de l'odorat et du goût, nous avons aussi la thermoception, la capacité à ressentir la chaleur, la nociception, la capacité à ressentir la douleur, la proprioception, qui est la position des différentes parties du corps dans l'espace, et le temps, éventuellement, on pourrait dire que nous avons une forme de perception du temps, la kinesthésie, qui est la perception des tensions et des mouvements musculaires, et puis l'équilibrioception, enfin vous voyez que, et puis j'ai oublié aussi bien sûr le toucher. Je voulais préciser que le toucher est en lui-même un sens complexe qui peut se décliner sous tout un tas d'autres dérivations. Le toucher est sensible à la pression, à la vibration, enfin voilà, je ne peux pas trop rentrer dans le détail, mais nous avons beaucoup plus de 5 sens. Et puis nous avons des modalités d'interprétation comme les émotions et le langage. Alors, ce sont des choses très différentes mais qui permettent de comprendre le monde. Les sens permettent d'intégrer le monde et les émotions et le langage permettent d'interpréter le monde. Alors je peux déjà donner une définition un peu plus complexe de la synesthésie. La synesthésie, c'est lorsque les modalités d'interprétation et d'intégration du monde, hein, intégration et interprétation du monde, travaillent ensemble dans le cerveau de façon consciente. Alors c'est un peu complexe dit comme ça, c'est un peu rapide sans doute, mais quelques exemples. La synesthésie peut se traduire par exemple comme la manifestation dans l'esprit que les lettres ont des couleurs, et toujours les mêmes couleurs associées aux mêmes lettres. Donc c'est une première illustration du fait qu'une modalité d'intégration du monde, la couleur, qui est une interprétation, voilà, un phénomène sensoriel, s'associe à une modalité d'interprétation du monde qui est le langage, un élément de langage, un graphème. Donc vous voyez des modalités complexes que le cerveau organise et fait travailler ensemble. Le temps peut se montrer chez le synesthète sous forme de rubans qui ont des couleurs pour chaque jour et qui se déploient dans l'espace en 3 dimensions par exemple. C'est une forme de synesthésie connue, on appelle parfois la synesthésie du calendrier. Les sons peuvent avoir des formes et des couleurs qui circulent dans l'espace et chez le synesthète, on va dire musical ou synesthète auditif, ces sons et ces formes couleurs sont un seul et même objet. C'est-à-dire que pour le synesthète, c'est important, il n'y a pas de dissociation entre les informations portées par la couleur et par le son. Alors d'autres synesthésies peuvent couvrir des éléments plus improbables, plus étonnants, comme les mots et les goûts. Donc des mots peuvent générer des goûts alors que le mot ne porte pas le sens d'un goût initialement. Et également, les parfums peuvent se manifester en couleur ou le sens tactile, toucher une surface, peuvent faire avoir un authentique goût sur la langue. Donc vous voyez que la complexité des synesthésies est grande, le nombre de synesthésies répertoriées est au-delà de 60, si on prend en compte toutes les modalités d'interprétation et d'intégration du réel. Alors la synesthésie n'est pas un phénomène pathologique, je le disais, elle est potentiellement présente chez tout le monde. Alors je ne pourrais pas développer les différents modèles d'explication de la synesthésie. Je disais que 4% de la population était concernée de façon consciente et systématique, sachant que la synesthésie a cette propriété d'être vraiment très rigide. Une fois que les correspondances sont faites entre les différentes modalités, elles ne changent pas ou extrêmement rarement au cours de la vie. Et puis le phénomène est involontaire et automatique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je ne veux pas avoir cette synesthésie lorsque quelqu'un pense à la lettre A, et si la lettre A est jaune pour lui, elle sera toujours jaune, et on ne peut pas se dire je ne veux pas que la lettre soit jaune. Et elle est irrépressible, voilà, involontaire, irrépressible, automatique et idiosyncrasique, c'est-à-dire que chaque synesthète a ses propres correspondances entre chaque modalité. Deux synesthètes peuvent avoir des chevauchements, des points communs dans leur correspondance, mais le plus souvent les synesthésies sont différentes d'un synesthète à l'autre. Donc quand je disais les synesthésies potentiellement sont présentes chez tout le monde, il est montré qu'en fait elles peuvent apparaître à des moments de la vie particuliers chez à peu près tout le monde, je veux dire, pour dire un gros mot, chez les neurotypiques, chez les personnes qui n'ont pas cette condition neurologique initialement. Alors il est connu que la synesthésie peut apparaître
suite au fait d'être hypnotisé par exemple. La synesthésie peut évidemment, alors c'est connu aussi, mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en pratique il ne faut pas utiliser les substances pour obtenir des synesthésies parce que bien sûr la drogue est un risque en soi, mais il est connu que l'usage de drogue et de psychotropes peut faire avoir des synesthésies chez celui qui est sous emprise de substances. En fait, à chaque fois, si vous voulez, que le cerveau lâche prise et abandonne ses fonctions de maîtrise et d'attention, ou en tout cas les éloigne, chez tout un chacun, la synesthésie peut apparaître. Et donc, par exemple, lors des plaisirs sexuels, lors des orgasmes, beaucoup de personnes non synesthètes au quotidien peuvent témoigner, avoir des sensations synesthésiques multimodales qui ne se manifestent qu'à ce moment-là. Et il est connu aussi que des traumatismes cérébraux ou des traumatismes psychologiques forts peuvent faire apparaître du jour au lendemain la synesthésie chez certaines personnes. Alors, vous posez la question aujourd'hui du lien éventuel entre la synesthésie et la création. Alors, il est montré que statistiquement, la synesthésie est plus souvent fréquente chez les créateurs d'une façon générale, qu'ils soient des créateurs dans tous les domaines, que ce soit les arts ou les sciences ou la philosophie, les sciences humaines. Statistiquement, on rencontre un petit peu plus fréquemment, donc plus de 4%, plus fréquemment de synesthètes parmi la population de créateurs. Donc on va dire rapidement que par exemple Duke Ellington était un synesthète, Richard Feynman, synesthète aussi, le physicien, prix Nobel, Pharrell Williams est connu pour être synesthète, éventuellement Marilyn Monroe qui témoignait de ce vécu-là dans certains de ses courriers, Tom York, le chanteur de Radiohead, Jimi Hendrix, Victor Hugo, Nabokov, Messiaen. Voilà, donc vous voyez que quand on part de Richard Feynman, physicien, à Nabokov, écrivain, en passant par Duke Ellington, musicien, on a tout le champ, un grand champ de la créativité qui est concerné, et les auteurs témoignent avoir un vécu synesthésique singulier, et au-delà de ça, disent, alors on n'a pas de démonstration que c'est le cas, mais disent que leur synesthésie les a aidés ou a participé au processus créatif qui leur fait avoir produit quelque chose qu'ils considèrent être nouveau ou que le public considère être nouveau. Donc que ce soit une création artistique ou scientifique, ces personnes-là disent, à un moment donné du processus créatif, par exemple pour Richard Feynman, les équations se sont manifestées en forme-couleur, les symboles étaient autre chose que des simples symboles, ils avaient aussi des textures, des propriétés qui étaient d'ordre typiquement sensoriel, et ce que disent ces créateurs-là, c'est que cette information différente portée par les symboles les a en quelque sorte, alors il faut mettre beaucoup de guillemets, mais guidés vers ce qu'ils ont pensé être un bon résultat qui ensuite a été bien sûr vérifié, c'est-à-dire qu'en soi l'intuition synesthésique n'apporte aucun résultat, mais a posteriori ce qui a été amené comme création a été vérifié par le public et ou par des chercheurs tiers, d'autres scientifiques, et a été montré comme étant une création authentique. Donc je prends un très rapide exemple avec Daniel Tammet, qui est un calculateur prodige, un hypermnésique, vous avez sans doute déjà entendu parler de lui, et qui est capable de retenir 22 514 décimales du nombre pi. Vous savez que pi n'a pas de cadence, pas de rythme, pas de fréquence, les nombres sont aléatoires, les chiffres sont aléatoires, et lui témoigne bien du fait qu'il s'est promené dans un univers mental où les chiffres étaient tous des formes, des couleurs, et une forme de paysage dans lequel il s'est promené, et duquel ensuite il a extrait le nombre pi, et qu'il a ensuite récité pour battre ce record. Il n'est pas le record absolu aujourd'hui, mais il a quand même battu en son temps un record. Et Daniel Tammet dit aussi que lorsqu'il fait un calcul de deux nombres, quand il fait une multiplication de deux nombres à 4 chiffres par exemple, il voit le premier nombre, il perçoit sous forme synesthésique le premier nombre, il perçoit le deuxième nombre sous forme synesthésique, et immédiatement ou quasiment immédiatement, son cerveau produit une troisième forme qui est d'autres couleurs, et qui chez lui, semble-t-il, est le résultat de la multiplication entre ces deux nombres à 4 chiffres. Ce n'est pas un calcul très complexe, c'est pas forcément remarquable de parvenir à multiplier deux nombres à 4 chiffres, beaucoup de gens non synesthètes peuvent le faire, malgré tout, en tant que calculateur prodige éventuel, il témoigne que la synesthésie vient l'aiguiller ou l'aider dans ce processus de découverte du résultat qui est quasi automatique. Alors, on n'a aucune certitude que la synesthésie soit en soi ce qui aide le cerveau de ces calculateurs prodiges ou de ces synesthètes créateurs.
Euh, pour autant, je propose moi un concept qui permettra d'explorer, je l'espère, ce processus créatif éventuellement singulier que je qualifie, que je nomme l'euresthésie. Alors l'euresthésie, c'est on va dire un autre terme issu de la synesthésie, mais qui veut dire cette fois l'heuristique par les sens, par la perception, c'est-à-dire la découverte par les sens et par la perception. Et donc l'euresthésie, l'hypothèse, c'est qu'elle couvrirait tous ces champs de la créativité, de la découverte et aussi pourquoi pas de l'apprentissage qui sont aidés ou sous-tendus par des processus typiquement sensoriels, mais qui aident au fonctionnement du cerveau et à la découverte. Voilà, donc je pourrais conclure là-dessus, le temps est court, je serais ravi d'avoir je ne pourrais pas malheureusement être parmi vous pour répondre directement aux questions, mais je serais ravi d'avoir le compte-rendu de vos échanges ce soir et de vos discussions autour de la créativité en général, de la question de savoir si la réalité a-t-elle un sens, et puis dans quelle mesure vous estimez possible, probable ou discutable que la synesthésie puisse aider au processus créatif. Je conclurai tout simplement en disant que pour faire une analogie sur la question exacte de la réalité a-t-elle un sens, chez le synesthète, la réalité, elle n'est pas différente, c'est-à-dire que la synesthésie perçue ne corrompt pas le message qui est porté par le réel, ou le message ou le sens ou l'information qui est portée par le réel. La synesthésie est isomorphe au réel, c'est très important. Elle ne trahit, elle ne corrompt pas, elle ne rend pas différent le monde perçu par le synesthète. Par contre, effectivement, peut-être que la synesthésie donne accès à d'autres strates physiologique, sensorielle, de mise en sens du réel. Et je dirais donc en conclusion que la synesthésie, c'est un petit peu comme regarder son écran d'ordinateur, voir les icônes sur l'écran et en même temps percevoir le langage de programmation qui permet à ces icônes d'apparaître sur l'écran. Voilà, la synesthésie, c'est un petit peu traverser les strates de compréhension du monde, les strates d'intégration du monde, comme je le disais tout à l'heure, et percevoir en même temps le résultat, si vous voulez, l'icône, ou l'élément de langage, ou l'émotion qui provient du réel, et ce qui a sous-tendu, ce qui a produit l'émotion, ou l'élément de langage, ou la mise en sens complexe, comme pour Richard Feynman, les équations de physique, ou pour Duke Ellington, la musique qu'il produit. Alors voilà un résumé de ce que je propose de penser autour de la synesthésie, autour de votre question, la réalité a-t-elle un sens? Je vous remercie encore pour votre invitation et je vous dis à très bientôt.